c'est un fiasco. Depuis 2022, le président de la République subit une crise institutionnelle. Vous venez d'y ajouter une crise politique majeure et inédite. En jouant sur les peurs, le président de la République attise les braises d'un pays déjà incandescent. Oui, c'est irresponsable. Votre ministre, aux déclarations à géométrie variable, a pris sur lui l'entière charge du projet de loi immigration. Il a échoué. Au travers de son échec, vous avez échoué. Et au travers de votre échec, c'est le président de la République qui a échoué. À vouloir tromper tout le monde, vous n'avez convaincu personne. Vous avez provoqué cette situation. C'est à vous de nous en sortir désormais. Mais puisque vous écartez un nouvel article 49 alinéa 3, quelle sera l'ampleur de la capitulation de la majorité présidentielle en commission mixte paritaire? Quel sera le prix du renoncement aux valeurs républicaines? La suppression de l'aide médicale d'État? La fin de la régularisation des travailleurs dans les métiers en tension? L'instauration d'une préférence nationale? Madame la Première ministre, il est encore temps. Suivez l'exemple du président Retailleau. Retirez votre projet de loi. Je vous ai posé une question de fond, vous me répondez de manière politicienne. Vous connaissez la locution latine, bien connue des juristes. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Excusez-moi de vous rappeler que le 14 novembre, ici, les sénateurs de votre groupe majoritaire, à quelques exceptions, ont voté le texte de la droite sénatoriale avec toutes les suppressions que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, je n'ai pas de leçon à recevoir au nom de mon groupe. Ne laissez pas vos députés Renaissance se dissoudre parmi les députés LR qui se dissolvent eux-mêmes dans les groupes de la République, du Rassemblement national. Voilà la réalité qui est posée, Madame la Première ministre. Retirez votre texte. Le 6 décembre, à l'Élysée, il a été porté atteinte au principe de séparation des églises et de l'État. Un ministre du culte, en l'espèce le grand rabbin de France, a allumé la première bougie d'Hanouka dans la salle des fêtes du palais présidentiel en présence du chef de l'État. Ceci est radicalement contraire à la Constitution, aux principes qui nous fondent, aux principes qui nous lient et au fait que le président de la République en est le garant. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ma question elle est finalement assez simple. Dans l'Oise, il y a quelques jours, nous avons rendu hommage à Ferdinand Buisson. Nous avons dit que la religion libre dans l'État libre, c'était la règle sur laquelle nous nous retrouvions. Comment peut-on imaginer que le président de la République, aujourd'hui, ait commis un tel impair par rapport aux règles de laïcité? Comment peut-on aujourd'hui vous faire confiance lorsque la Première ministre, depuis Mayotte, nous dit qu'il s'agit là simplement d'un soutien à la lutte contre l'antisémitisme? Monsieur le ministre de l'Intérieur, on ne combat pas l'antisémitisme avec des offices religieux. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous confirmer qu'il n'y aura pas de messe de Noël à Matignon cette année, qu'il n'y aura pas de rupture du jeûne au printemps au ministère de l'Intérieur? Pouvez-vous nous dire que les palais de la République ne seront pas le lieu d'offices cultuels? Pouvez-vous tout simplement nous dire que c'était un accident et non un précédent? Nous sommes éloignés de personne. Ce n'est pas parce que ce n'est pas votre actualité, monsieur le ministre de l'Intérieur, et on le comprend bien, que ce n'est pas une actualité pour les Français. C'est un principe fondateur de la République, et en ne le respectant pas, en n'admettant pas cette faute, vous tombez de marche en marche tous les jours. Monsieur le ministre, je veux ici, dans notre hémicycle, témoigner solennellement de la détresse d'un grand nombre de vignerons. Je suis moi-même trop souvent exposé à cette souffrance sur mon territoire. Le 25 novembre, à Narbonne, ils étaient 6 000 viticulteurs d'Occitanie à manifester dans le calme. Monsieur le ministre, vous le savez, seul un accompagnement massif de l'État permettra une sortie de crise. C'est pourquoi nous demandons un plan Marshall pour la viticulture. Un plan Marshall, bien sûr, mais à 2 étages. En premier lieu, les aides d'urgence doivent servir à sauver les exploitations confrontées à d'importantes difficultés de trésorerie. Elles doivent être justement calibrées. Il faut que les fonds soient débloqués rapidement afin d'être réellement utiles et efficaces et qu'aucune exploitation ne doit être laissée sur le côté. Une année blanche
doit également être mise sur la table. Ensuite, le deuxième étage, c'est la construction d'un plan d'avenir pour la filière, autour de deux grands objectifs. D'une part, permettre à toute une génération de viticulteurs de sortir dignement de la profession après une vie de travail. D'autre part, encourager le renouvellement des générations en facilitant l'installation des jeunes agriculteurs. Face aux tensions qui existent sur le marché, il faudra recourir à de l'arrachage. De l'arrachage temporaire, certes, mais aussi de l'arrachage social, correctement indemnisé. Sécuriser les nouvelles générations, c'est également apporter des réponses aux défis climatiques, avec l'adaptation des pratiques, des cépages, l'accès à la ressource en eau, et aussi l'enjeu de la résilience à travers l'assurance récolte. Sur ce point, Monsieur le ministre, nous attendons toujours que le gouvernement engage les discussions pour une sortie de la référence olympique. Monsieur le ministre, pouvez-vous aujourd'hui rassurer les hommes et les femmes qui, par leur savoir-faire, font la fierté de nos territoires? Pouvez-vous leur apporter des réponses, d'abord sur un juste calibrage des mesures d'urgence, ensuite sur un plan d'avenir pour la filière?